la lutte contre le terrorisme et le solaire au service du développement, les chefs d'État du G5 Sahel et de la CEDEAO se retrouvent à Ouagadougou. En attendant l'ouverture, les ministres de l'énergie des pays concernés ont parlé de développement socio-économique par l'exploitation de l'énergie solaire. Le compte rendu de la rencontre dès l'ouverture de cette édition. 3 jours d'échanges et d'analyse à la clé, la promotion d'une démarche de lutte intégrée contre la chenille légionnaire. La conférence régionale se referme avec des recommandations et l'engagement du politique à mettre un terme à ce fléau. Détail dans une dizaine de minutes. Syndicats libres et indépendants, ainsi se font-ils appeler. Il s'agit là d'une coalition qui se démarque des actions prévues par l'UAS le 16 septembre prochain. Elle dénonce ce qu'elle appelle une mise sous tutelle de l'UAS. Près de 80 communes en état d'alerte en Espagne. 2 personnes ont été retrouvées mortes dans leur véhicule emportés par les flots. Depuis 2 jours, les provinces de Valence, d'Alicante et de Maurice sont touchées par des inondations, les plus grosses enregistrées par ces zones depuis un siècle. Et comme invité pour cette édition, nous serons avec le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, M. Simeon Sawadogo. Avec lui, nous parlerons de la journée de protestation prévue par l'Union d'action syndicale le 16 septembre prochain. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Dès demain, les chefs d'État de la CEDEAO vont s'intéresser à comment parvenir à une meilleure coordination de leurs actions dans la lutte contre le terrorisme. C'est à l'initiative d'un sommet extraordinaire qui débute ce samedi 14 septembre. Et c'est à 10h50 ce matin que l'avion du chef de l'État tchadien Idriss Déby a atterri à l'aéroport de Ouagadougou. À sa suite, c'est le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani qui a foulé le sol burkinabé 50 minutes. Plus tard, c'est le chef de l'État malien qui est aussi arrivé. Tous ont reçu, comme vous le voyez dans ces images, les honneurs militaires. Ils sont présents au Burkina dans le cadre du sommet extraordinaire du G5 Sahel sur l'énergie solaire et celui de la CEDEAO sur la sécurité. Leurs homologues libériens, béninois et ivoiriens sont aussi annoncés. Voilà, en prélude à la conférence au sommet du G5 qui s'ouvre cet après-midi, les ministres de l'énergie des pays concernés se sont retrouvés pour les travaux préparatoires. Exploiter l'énergie solaire pour le développement socio-économique des pays membres, c'est l'objectif affiché par l'initiative Desert to Power. L'ouverture des travaux avec Roger Cam et Vincent Kimprebego. Pour transformer le Sahel en la plus grande zone de production solaire au monde, voici l'initiative Desert to Power, une initiative commune à l'ensemble des pays du Sahel. Les ministres de l'énergie des différents pays sont réunis pour des travaux qui préparent la conférence des chefs d'État cet après-midi même à Ouagadougou. Le constat est là. Le Sahel reste la partie du monde où la production et la fourniture d'énergie est la plus faible au monde et pourtant la ressource, notamment solaire, est là très abondante. En s'engageant dans cette initiative, les pays du G5 Sahel veulent changer radicalement la donne dans un proche avenir. Cette réunion technique préparatoire a pour but d'exposer à la conférence des chefs d'État du G5 Sahel les ambitions et les actions de l'initiative Desert to Power afin d'obtenir l'appui politique nécessaire pour renforcer la synergie d'action entre les parties prenantes sur la mobilisation des financements de la BAD et d'autres partenaires du développement pour la réalisation de l'initiative Desert to Power dans les pays du G5 Sahel. De façon spécifique, il s'agira pour nous, au cours donc de cette réunion technique, d'informer les parties prenantes des objectifs de l'initiative Desert to Power dans les pays du G5 Sahel, d'échanger sur les actions prioritaires d'intervention de l'initiative Desert to Power et leur alignement avec les activités en cours, et d'échanger sur la structure d'implémentation des objectifs de l'initiative dans les pays du G5 Sahel. Pour la mobilisation des ressources nécessaires, la Banque africaine de développement prend les devants et avec les pouvoirs publics pour inciter d'autres partenaires à s'impliquer.
L'initiative est très ambitieuse selon le vice-président par intérim de la BAD pour l'énergie, l'électricité et la croissance verte. L'ultime objectif de l'initiative Desert to Power étant d'atteindre un accès universel à l'énergie dans le Sahel d'ici à 2030. Et le chef de l'État a reçu en audience hier dans l'après-midi le président du groupe de la Banque africaine pour le développement, présent à Ouagadougou pour participer au sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel sur l'énergie. Il est allé échanger avec le chef de l'État sur la participation de la BAD au sommet, sa contribution au développement du Burkina et surtout sur le secteur du textile, notamment la transformation du coton au Burkina Faso. Nous écoutons Akenrouni Adesina à sa sortie d'audience. Je suis là parce qu'il m'avait invité pour une réunion qui va commencer demain, ce qu'on appelle le désert à l'énergie. C'est un projet qui est très important pour donner l'énergie partout au Sahel, à travers le soleil. Et c'est un projet qu'on va lancer demain avec son participation, avec la participation des autres chefs de l'État africains ici. Donc je suis là, la Banque africaine de développement, avec toutes les passions, toutes les ressources et tout l'engagement nécessaire pour faire accélérer les choses. Deuxièmement, nous avons aussi discuté avec le chef de l'État sur notre projet d'engagement ici. Nous avons beaucoup de projets. Vous savez que nous avons le portefeuille d'engagement ici de 600 millions de dollars à travers de différents secteurs. Il y a le secteur énergie, il y a le secteur infrastructure, il y a le secteur social, il y a le secteur agriculture aussi, dans laquelle on fait beaucoup d'investissements. On a parlé de ça, donc il y a la route Guinguin-Fada, dans laquelle je suis vraiment très heureux que nous avons finalisé les choses, le travail va commencer. C'est une zone très, très importante pour le chef de l'État. Et la Banque africaine de développement soutiendra ce projet fortement. Je suis très intéressé de comment la Banque africaine de développement peut continuer à soutenir et appuyer le pays dans la transformation de coton au textile. La Banque africaine de développement est déjà dans une discussion avec le gouvernement pour un projet qui s'appelle A-Star Textile, pour voir comment on peut faire la transformation de coton primaire jusqu'au textile ici. Voilà, la Banque africaine de développement présente pour le sommet du G5 Sahel. Et depuis hier, par contre, c'en est fini de la conférence régionale sur la chenille légionnaire d'automne. Le fléau touche plus de 300 millions de personnes dans la région subsaharienne. Après 3 jours de travaux, les participants conviennent à la promotion d'une démarche de lutte intégrée et des stratégies de mobilisation des ressources axées sur des initiatives régionales. Il s'agit notamment de la mise en place d'un fonds d'urgence phytosanitaire. Voyons les détails avec Salif Belem et Olopoda. Aucun pays à lui seul ne peut lutter contre l'invasion de la chenille légionnaire d'automne dans l'espace sahélien et ouest africain. Une vérité partagée par les 346 participants à cette conférence qui recommande le développement d'une réponse régionale coordonnée axée sur le renforcement des ressources humaines pour la conduite des activités de recherche, l'harmonisation des réglementations phytosanitaires et l'implication des producteurs dans la gestion intégrée de l'invasion de cet insecte nuisible des plantes. C'est avec un grand plaisir que je prends l'engagement ferme pour le suivi et la mise en œuvre des résolutions et recommandations qui en sont issues. C'est pourquoi je propose l'institutionnalisation d'un cadre de concertation périodique autour de la problématique de la chenille légionnaire. Au regard du caractère transfrontalier de cette menace, j'exhorte la commission de la CEDEAO, dont je suis le président d'ailleurs, donc je vais le mobiliser également, à emboîter le pas à la commission de l'UEMOA et au SILS pour élaborer une stratégie régionale assortie d'un plan d'action pour une gestion durable de la situation née de l'apparition de cet insecte ravageur.
Sur la question de la mobilisation des ressources financières, la conférence recommande l'opérationnalisation du fonds d'urgence phytosanitaire à travers un mécanisme de prélèvement d'un pourcentage sur les exportations émanant des pays membres du CILS et de la CEDEAO et la poursuite du plaidoyer auprès des bailleurs de fonds avec le soutien de la FAO. Nous avons financé les pays à hauteur de 40 millions de dollars. Et pour l'Afrique de l'Ouest, ça a eu plus de 4 millions de dollars. Pendant cette réunion, nous avons noté qu'il y a eu une mobilisation au niveau des pays. Et dans les jours et des semaines à venir, la FAO va continuer à travailler avec les pays pour la mise en œuvre du programme et du plan d'action que nous avons aidé les pays à organiser avec le financement de la BAD. Et la FAO va aussi continuer à parler à d'autres bailleurs de fonds. Bâtir une alliance solide autour de la lutte contre la chenille légionnaire d'automne, le contexte est favorable à l'action. C'est le constat établi ici, à cette conférence, qui mandate les commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA d'assurer le leadership de la gestion efficace de ce ravageur qui constitue, selon les experts, une menace pour la sécurité alimentaire de plus de 300 millions de personnes en Afrique subsaharienne. Constituer une réserve pour une meilleure couverture sociale au Burkina. Le sujet a été discuté par le Premier ministre et les responsables de caisses de prévoyance sociale. C'est au cours d'une audience accordée par le chef du gouvernement aux responsables de la Carrefour. Ces derniers n'ont également pas manqué de témoigner à Christophe Dabiré leur reconnaissance pour son accompagnement lors des 30 années de l'institution. Le compte-rendu d'audience avec Souleymane Sanou et Sanouha Christine Koulibaly. Ils sont des responsables de caisses de prévoyance sociale d'Afrique centrale et de l'Ouest. Ils sont présents dans la capitale burkinabé dans le cadre de la commémoration du 30e de la Carrefour, la caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Une commémoration qui a permis à ces caisses sœurs de capitaliser les bonnes pratiques pour une meilleure couverture sociale. Nous avons pu montrer combien l'amélioration de la qualité de service et la constitution des réserves financières dans les organismes de prévoyance sociale permettent d'asseoir le rôle de la caisse, des caisses, et surtout de participer au développement socio-économique de nos pays respectifs. Et ils sont allés le signifier au chef du gouvernement burkinabé dont l'image est associée au jubilé de perles de la Carrefour. La Carrefour est une OPS qui travaille dans l'excellence, à rechercher la performance et l'excellence au quotidien. C'est ce qui a justifié que nous avons souhaité nous entourer de l'expérience de nos aînés pour maintenant emboîter leurs pas et essayer d'aller de l'avant. Cette visite chez le Premier ministre est l'un des derniers actes de la commémoration du 30e de la Carrefour. Une commémoration qui a permis de questionner le chemin parcouru et de prendre des engagements pour le futur. Il se démarque des actions prévues par l'unité d'action syndicale ce 16 septembre. Il s'agit là de syndicats autonomes et de centrales syndicales réunies au sein d'une coalition dite libre et indépendante. Face à la presse, ce matin, elle dénonce ce qu'elle qualifie de mise sous tutelle de l'UAS et appelle leurs militants à se démarquer des actions de l'unité d'action. Issa Kafando et Jérôme Atendano. La coalition des syndicats libres et indépendants se démarque de la manifestation du 16 septembre prochain. Face aux hommes de médias, Olivier Guy-Ouedraogo et ses camarades s'insurgent contre ce qu'ils qualifient de récupération de la lutte de l'unité d'action syndicale par d'autres acteurs. Profitant d'une des recommandations de l'Assemblée générale, à savoir recueillir le soutien des OSC dans la lutte, le MBDHP invita dès le 19 août, soit le surlendemain, le PDR à son siège pour une rencontre. Le jeudi 29 août 2019, l'UAS fut convoqué pour l'amendement de la dite plateforme. À notre grande surprise, la réunion était présidée par ODJ qui nous remit une plateforme à amender dans laquelle n'apparaissaient aucunement les revendications de l'UAS, même pas la question de l'UTS
pour lequel nous avons quitté la salle de la rencontre gouvernement-syndicat le 21 mai 2019. La coalition des syndicats libres et indépendants refuse alors d'avaliser la plateforme. Pire, au moment où celle-ci attend une rencontre bilan, elle est convoquée pour la signature d'un préavis de grève pour le 16 septembre. Une manœuvre de mise sous tutelle de l'unité d'action syndicale, dénonce la coalition. Au regard de tous ces manœuvres, nous demandons à nos militants et à tous les travailleurs de se démarquer de toutes les actions prévues le 16 septembre qui ne sont nullement pour la défense de nos intérêts matériels et moraux, mais pour des intérêts inavouables et inavoués. Faisons l'autre, la base de nos aïeux qui dit, et je cite, quand la pluie vous bat, ne vous battez pas. Fin de citation. Et soyons présents à nos postes de travail le 16 septembre 2019. La coalition des syndicats libres et indépendants se dit déterminée à poursuivre le combat afin que la rencontre gouvernement-syndicat soit relancée pour la mise en œuvre effective des recommandations de la conférence sur les rémunérations. Pour les associations et syndicats de commerçants et opérateurs économiques du Burkina, chaque Burkinabé doit se sentir interpellé par la situation nationale. Il appartient à chacun de jouer la carte du dialogue et du pardon. Eux aussi étaient face à la presse ce 12 septembre, leur lecture de la situation actuelle avec Issaka Ouedraogo et Olopoda. Le Burkina Faso traverse une phase sombre de son histoire. Ces propos sont des associations et syndicats de commerçants et opérateurs économiques qui condamnent ici les multiples attaques terroristes. Les associations et syndicats des commerçants invitent tous les Burkinabés, les acteurs politiques, les commerçants et les opérateurs économiques, surtout le gouvernement, de trouver un cadre d'échange et de dialogue pour que cessent ces actes barbares et sauvages et de traduire les coupables en justice. Ces organisations de commerçants expriment aussi leur ras-le-bol face au mouvement d'humeur à n'en point fini et les récurrentes grèves au niveau de l'administration publique. Pour elles, ces événements affectent le tissu social et mettent en branle le monde des affaires au Burkina Faso. Nous, jeunes commerçants des structures associatives et syndicats, lançons un vibrant appel aux travailleurs en quête d'amélioration de leurs conditions de vie et de travail à observer une trêve sociale pour une évolution de la situation. Pour ces acteurs de commerce, une sortie de crise est encore possible. Il faut simplement privilégier le dialogue et c'est à ce prix que le gouvernement et ses partenaires sociaux arriveront à un accord pour l'intérêt de tous. Voilà, et pour parler justement de cette journée de protestation prévue par l'UAS le 16 septembre prochain, nous recevons le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, M. Siméon Sawadogo. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Voilà, alors une journée de protestation qui est prévue. Lors du dernier conseil des ministres, le porte-parole annonçait que l'UAS n'avait pas eu l'autorisation. Alors, qu'en est-il finalement aujourd'hui? Est-ce que l'UAS a l'autorisation pour la manifestation? Non, je pense que ce matin même dans mon bureau, j'ai eu le plaisir et l'honneur de recevoir le président du MBDHP, le responsable de l'ODJ et le responsable des syndicats signataires des deux demandes qui ont été formulées ou les deux lettres d'information qui ont été formulées pour la grève et pour la marche meeting donc au niveau du 16. Je les ai reçus en compagnie au nom du gouvernement, en compagnie du ministre de la Justice, du maire de la ville de Ouagadougou, des techniciens en charge des libertés publiques au niveau du département. Et à ce sujet, je leur, dans un premier temps, réaffirmé que le gouvernement attache du prix aux libertés publiques dans ce pays et également à la liberté des opinions. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Par contre, eux-mêmes, ils le savent très bien, ces libertés qui ont été accordées sont encadrées par des textes. C'est la raison pour laquelle eux-mêmes, ils font des correspondances d'information ou au gouvernement pour des grèves, pour des marches et pour des meetings. Mais également, c'est encadré parce que l'autorité a la possibilité de réagir. Et je les ai rappelés au nom du gouvernement
que les 2 lettres qui leur ont été donc retournées par le gouvernement, donc a dit que les grèves là ne peuvent pas avoir lieu dans ce contexte-là. Donc par conséquent, ce n'est pas quelque chose de plus ou moins d'autorisé. Il y a également le fait que le maire de la ville de Ouagadougou leur a retourné une correspondance en disant que même s'il y a ce qu'on appelle l'accusé de réception, parce que la loi a prévu cela, cela veut dire que l'autorité est informée, mais l'autorité a la possibilité de faire un commentaire ou même d'interdire, ça c'est la loi. Mais le maire leur a donc attiré leur attention pour leur dire que cette marche meeting non seulement elle n'est pas certainement opportune dans un contexte difficile que nous vivons, et que pour conséquent ils doivent pouvoir se pouvoir ou bien de voir dans quelle manière ils peuvent revoir leurs formes. Donc j'ai tenu au nom du gouvernement à rappeler à ces responsables-là que toutes ces 2 manifestations-là donc ne sont pas des manifestations qui peuvent effectivement avoir lieu. Et c'est la responsabilité du gouvernement de leur rappeler ça, d'autant plus que nous avons eu information qu'il y a des meetings, qu'il y a plutôt des rencontres de presse qui disent que non, bon, même si c'est interdit, ce n'est pas accepté, eux le feront. Alors, monsieur le ministre, en résumé, l'UAS n'a pas l'autorisation. Ah non, ça c'est ça. Je leur ai résumé ça. Voilà, et c'est de la responsabilité du gouvernement de leur rappeler ça. Alors, ce que vous leur avez rappelé ce matin, c'est à titre de commentaire ou bien c'est une décision du gouvernement d'interdire la manifestation? Qu'est-ce qui est décidé au niveau du gouvernement? Les décisions ont été prises. Ce n'est pas nous au niveau du ministère de l'administration du territoire qui prenons la décision. En ce qui concerne le préavis de grève, c'est le secrétariat général du gouvernement qui réagit. Il y a une correspondance qui leur a été adressée à ce sujet et qui leur faisait comprendre que ça ne pouvait pas avoir lieu parce que ça n'a pas respecté les délais. Deuxièmement, en ce qui concerne la marche meeting, donc ça également, ça c'est le maire de la ville de Ouagadougou qui réagit, qui leur a fait donc une correspondance en disant qu'il a reçu leur correspondance, mais donc il y a des réserves, il trouve que donc cette marche-là n'est pas opportune et que ce n'est pas donc le moment de le faire. Voilà, donc par conséquent, toutes ces 2 activités ne sont pas des activités, si vous voulez, dans des termes beaucoup plus fondamentaux, donc autorisés. D'accord. Alors, monsieur le ministre, à quoi faut-il s'attendre si l'UAS tient en tout cas à réaliser ces 2 activités? Non, c'est pas l'UAS, parce que pour moi, quand il faut mettre l'UAS entre griffes, parce que l'UAS est composé d'un certain nombre d'organismes. Voilà, nous avons suivi qu'apparemment, ils n'ont pas la même compréhension des lettres qui ont été adressées. Par contre, il y a d'autres même qui ne sont pas dedans. Mais nous avons tenu à leur dire ça. Maintenant, eux disent que non, qu'ils ont préparé à longtemps, qu'ils tiennent. Je dis non, les responsabilités sont claires. Le gouvernement attire votre attention. Vous avez déjà demandé, vous avez déjà fait des lettres pour des activités qui ont été accordées. Donc, c'est également du droit, donc du devoir même du gouvernement de vous rappeler que ce n'est pas possible. Parce que vous ne pouvez pas assurer votre propre sécurité. L'ordre public assuré par le gouvernement. Alors, à quoi faut-il s'attendre si effectivement le 16 septembre prochain, il y a des manifestations? Non, moi j'informe donc le public pour qu'il sache que ces 2 activités n'ont pas le droit d'avoir lieu. Ne doivent pas avoir lieu parce que aucun texte, donc ils ne disposent d'aucun texte pour le faire. Maintenant, ça c'est leur chose, c'est leur responsabilité. La responsabilité du gouvernement, c'est d'attirer l'attention et de leur dire qu'effectivement, ils n'ont pas requis les éléments nécessaires pour pouvoir tenir ces activités et à la population et aux différents malheurs de savoir qu'en le faisant, ils ne sont pas donc dans le respect de la loi. D'accord. Alors, merci bien, monsieur le ministre, d'avoir communiqué sur le sujet. Nous étions avec le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, monsieur Simeon Sawadogo. Un tour à Tenkodogo dans le centre-est avec les travaux de construction du 11 décembre prochain. Taux d'avancement global des voiries, 32% pour un délai déjà consommé de 50%. Le constat des chantiers a été fait ce 12 septembre par le ministre des Infrastructures. Une cinquantaine de kilomètres de rues bitumées avec un réseau d'assainissement sont prévus au profit de Tenkodogo, Koupela et Ouargaï. Constat sur place avec Désiré Ilboudo et Arona Marie. Le ministre Éric Bougouma visite les chantiers de voirie du 11 décembre à Tenkodogo. C'est une mission sectorielle de suivi et de contrôle pour disposer d'une vue panoramique sur l'état d'avancement des travaux. Aire du défilé, rue en voie de bitumage et autres ouvrages de franchissement et d'assainissement sont autant de réalisations visitées par le ministre des Infrastructures. Nous avons un taux moyen d'exécution
de 32%, pour un délai consommé de plus de 50%. Par rapport à ce que nous avons vu à Manga et à Gawa, nous sommes en avance ici à Tenkodogo. Nous nous sommes donné rendez-vous dans 3 semaines pour revenir faire le point. Et en tout cas, d'ores et déjà, ce que nous avons visité est globalement satisfaisant. Mais certains chantiers accusent tout de même un retard. Le groupement d'entreprises en charge des travaux de l'O2 est à environ 14% pour un délai consommé d'environ 48%. Nous, dans notre planning, on n'est pas tout à fait en retard comme les gens l'estiment, parce que tous ces terrassements, on n'a pas encore demandé les réceptions. Donc, tous ces voies sur lesquelles on roule, c'est quand on demande la réception que maintenant on peut les comptabiliser. Au début du chantier, on a eu pas mal de problèmes pour les déplacements des réseaux, même les emprises, tout ça, parce que notre lot se trouve dans Tenkodogo. Mais je dirais que Tenkodogo village, où la route est vraiment du bourbier. Donc l'entreprise est en train de faire des efforts pour pouvoir sortir même la route, parce que c'est rempli que des purges, de la mauvaise terre, c'est pas comme les autres lots. Après Tenkodogo, le ministre Éric Bougouma s'est également rendu à Koupéla pour le même constat. Le ministre exhorte les entreprises aussi de respect des cahiers de charges et à mettre les bouchées doubles pour être dans les délais. 21 entreprises épinglées, dont 15 défaillantes et 6 exclues de la commande publique. La substance du rapport 2018 de l'ARCOP, le gendarme de la régulation était face à la presse pour son rapport d'activité ce 12 septembre. Plus de détails dans ce compte rendu de Oumar Zombri. Face à la presse, les responsables de l'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP, livrent ici les grandes lignes de leur rapport d'activité de l'année 2018. Et au titre de ces activités, l'ARCOP a recensé 4 951 marchés conclus par les ministères, les institutions et autres structures centrales de l'État. Parmi les candidats à ces marchés, plusieurs fraudeurs et autres contrevenants ont été épinglés par le gendarme de la commande publique. Alors sur ces 18 entreprises, 6 n'ont pas ne se sont pas acquittés de la condamnation pécuniaire. Et donc, elles ont été par la suite exclues pour une durée d'un an. Et les 15 qui ont payé la condamnation sont là comme entreprises défaillantes. Donc, si vous, l'un dans l'autre, si vous prenez les 6 entreprises exclues au titre donc de cette sanction de défaillance, ajoutées aux 15 qui ont été exclus au titre donc de la falsification des documents, vous avez au total donc 21 entreprises exclues en 2018 au titre donc en matière donc de sanctions disciplinaires. L'ORD, l'organe de règlement des différends, a examiné au cours de l'année écoulée 1165 requêtes et a rendu 1021 actes. Les motifs de ces saisines sont entre autres la mauvaise estimation de besoins, le refus de communiquer les budgets aux candidats, l'usage de documents non authentiques. Et au regard de tout cela, l'ARCOP préconise quelques mesures. La nécessité d'intensifier les actions de formation à l'endroit des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics. La nécessité de sensibiliser les autorités contractantes au suivi administratif de l'exécution des marchés afin de prévenir les défaillances. L'urgence de procéder à l'opérationnalisation de la redevance de régulation pour une meilleure prise en charge des exigences de la gestion du système de la commande publique et des standards régionaux en matière de régulation des marchés. L'ARCOP note aussi avec satisfaction une amélioration générale de la performance avec un taux de satisfaction des cibles de l'ordre de 56,25% en 2017 contre 29,63% en 2016. La fronde sociale a également abordé lors de la visite des partis de la majorité présidentielle. Ils étaient à Kaya pour une rencontre avec les populations du centre-nord. Hier jeudi, une forte délégation a pris langue avec les déplacés en touchant du doigt leur réalité. Elle a aussi abordé la situation nationale par une conférence de presse et remis des vivres et du matériel aux déplacés. Le témoignage de Koussoum Koulibaly et Maxime Zongo. Ce déplacement à Kaya, selon les membres de la délégation de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, répond à l'impérieuse nécessité de se mobiliser non seulement
autour des déplacés, mais aussi d'être solidaire avec tous ceux qui sont affectés par la crise. Et l'un des temps forts de cette sortie dans le centre-nord était la conférence de presse animée par les premiers responsables de la délégation. Nous sommes venus dire aux populations du centre-nord que quand le peuple se met debout, le terrorisme tremble. Jamais nos ancêtres n'ont reculé devant une bataille et nous ne reculerons pas non plus. Nous devons nous organiser autour des forces de défense et de sécurité, résister victorieusement et l'ennemi prendra la fuite. La PMP appelle le gouvernement à ne ménager aucun effort pour apporter tout le soutien dont ont besoin nos FDS dans l'accomplissement de leur mission. Dans sa déclaration, la délégation a salué la vaillance des forces de défense et de sécurité qui, de jour et de nuit, mènent une bataille acharnée contre les forces du mal. Réagissant à la marche meeting programmée le 16 septembre par les centrales syndicales, la PMP la trouve inopportune car, selon elle, l'heure doit être à l'union sacrée contre le terrorisme. La délégation s'est ensuite déportée sur le site des déplacés à Kaya pour leur apporter son encouragement. Au-delà de la conférence de presse, nous avions voulu remettre des vivres et du matériel pour les déplacer et également nous déplacer auprès même des intéressés pour toucher du doigt aussi la réalité qui est celle qu'ils vivent et qui n'est pas vraiment enviable ni souhaitable. La PMP, qui n'est pas venue les mains vides à Kaya, a remis 10 tonnes de céréales à ses déplacés internes estimés à plusieurs dizaines de milliers, du savon, des nattes de l'huile et bien d'autres matériels utilitaires leur ont été également servis. Le forum citoyen des acteurs et partenaires s'est ouvert ce 12 septembre à Ouagadougou. Il va réfléchir sur l'engagement des partenaires de l'éducation dans le contexte politique et sécuritaire actuel. Les activités vont durer 3 jours et seront jalonnées par des débats et des panels dans l'optique de trouver une solution pour une meilleure éducation au Burkina. Siedi Larienhien, Amandine Lalsaga. C'est parti pour la 4e édition du Forum citoyen des acteurs et partenaires de l'éducation. Le FOCAP se veut être un cadre d'échange et de renforcement de la cohésion entre les acteurs et partenaires de l'éducation. L'objectif étant d'implanter une nouvelle pratique de l'éducation au Faso. La particularité du forum de cette année est que les actes qui constituent le forum, les 6 actes qui constituent le forum, sont éclatés et étalés. D'ailleurs, il y a eu le lancement de certains actes du forum, par exemple l'espace d'accompagnement, d'orientation, d'information qui a commencé à travers des émissions, de sensibilisation aux élèves, de sensibilisation aux parents, de sensibilisation aux différents acteurs. Il y a la caravane de plaidoyer pour une éducation de qualité pour tous qui nous a donné d'aller à la rencontre des femmes ministres du gouvernement. Il s'agira concrètement pour ces acteurs de faire l'état des lieux du système éducatif. Ils vont également identifier les raisons de son dysfonctionnement et proposer des solutions. Nous louons l'initiative au niveau du gouvernement, donc de l'organisation du Forum citoyen des acteurs et partenaires du système éducatif. Et surtout cette édition 2019 qui a pour objectif de questionner tous les pans de notre système éducatif qui traverse un certain nombre de difficultés liées aux défis sécuritaires, difficultés liées à la fronde sociale, difficultés liées au civisme et à la citoyenneté dans les écoles. Et donc, toutes ces études ont un impact négatif sur la qualité du système. Le Forum citoyen des acteurs et partenaires de l'éducation est une initiative de l'ACCF, l'Afrique Conseil Services et Formation. L'Espagne est en alerte rouge avec des inondations dans les provinces de Valence, d'Alicante et de Maurice. Les eaux y ont atteint un niveau jamais égalé depuis 100 ans. 2 personnes ont été retrouvées mortes dans leur véhicule emporté par les flots. Toute la nuit, les pompiers ont arpenté les rues d'Orihuela pour secourir les résidents bloqués chez eux. Depuis 2 jours, le sud-est de l'Espagne est touché par des inondations exceptionnelles provoquées par de violents orages.
2 personnes âgées de 50 et 60 ans ont été retrouvées mortes jeudi à l'intérieur de leur véhicule, emportées par les flots. En raison de ces pluies torrentielles, près de 80 communes sont en alerte rouge ce vendredi dans les provinces de Valence, Alicante et Murcie. Il s'agit des pires inondations qu'ait connues la région en près d'un siècle. À cette heure-ci, près de 50 personnes ont été évacuées. C'est une situation inédite pour nous. Les données météorologiques dont nous disposons remontent à plus de 100 ans et elles montrent qu'il s'agit des plus grosses intempéries dans cette ville depuis 100 ans. Cela entraîne des situations très compliquées. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il a plu l'équivalent de 100 litres d'eau au mètre carré en à peine 6 heures de temps. Des pluies d'une rare intensité qui ont surpris les habitants au petit matin. Je me suis réveillée à 7 heures du matin et la rivière débordait déjà. Il y avait de l'eau dans les rues et quand on l'a remarqué, l'eau nous arrivait déjà à la taille. On ne pouvait pas retourner dans la maison. Dans les communes touchées, les dégâts matériels sont considérables. Certains habitants ont tout perdu. Tout est cassé, nos volets, tout. Il y avait de l'eau partout et toutes nos affaires étaient à l'étage. Nous ne pouvions rien prendre. Les intempéries devraient se poursuivre ce vendredi. Dans les régions de Murcie et de Valence, les écoles et les collèges restent donc fermés. Les autorités conseillent aux habitants de rester chez eux et de ne pas prendre la route. La revue de presse de ce jour évoque la solidarité de la majorité présidentielle aux déplacés internes. Il est également question d'un probable élargissement du G5 Sahel à l'issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le terrorisme. La lecture croisée des journaux avec Sekou Zango. La majorité présidentielle, solidaire des déplacés internes, écrit aujourd'hui au Faso dans sa parution du jour. L'alliance des partis politiques de la majorité présidentielle manifeste sa sensibilité à l'oppression terroriste à laquelle les populations du Centre-Nord sont soumises depuis un certain temps, peut-on lire dans les colonnes du journal. Une solidarité qui se manifeste à travers le don de vivres, de tonnes de savon et d'huile, révèle aujourd'hui au Faso. Ceci dans le but de construire une nation solidaire et viable, soutient le journal qui reprend les propos des donateurs. Ils invitent de ce fait les bonnes volontés à faire autant car l'heure du sursaut national a sonné et l'espoir est permis, pour paraphraser Thomas Sankara. Mais de quel espoir est-il question ? L'une des pistes pourrait être le sommet de la CEDEAO sur le terrorisme qui se tient à Ouagadougou avec en ligne de mire l'élargissement du G5 Sahel pour étouffer la bête, écrit le doyen des quotidiens burkinabés. L'Obs, dans sa rubrique Regard sur l'actualité, balise déjà le terrain de l'élargissement du G5 Sahel en un G10, voire un G12. Et le journal de tous les Burkinabés d'en conclure, l'urgence de la situation sécuritaire nécessite une synergie d'action des États. Voilà donc qui referme l'édition de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente suite de programme.